Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Galactica de la chaîne Le Savoir de la Source. Je suis une chamane, une guérisseuse. J'adore l'art et la lecture et j'ai eu à cœur de lier ces deux arts. Pour la partie Zen Art, nous allons faire une forme de géométrie sacrée qui s'appelle la fleur de vie. Pour cela, vous aurez besoin d'un papier et d'un compas. Et aussi de petits crayons. Donc on peut voir que le dessin que j'ai choisi est très simple. On fait des petits traits une fois que la fleur de vie est faite. C'est un zen art, donc évidemment vous pouvez faire ce que vous voulez. J'accompagnerai ce tuto zen art d'une histoire de Théophile Gautier. C'est l'histoire qui s'intitule Le Chevalier Double. Qui rend donc la blonde Edwige si triste? Que fait-elle assise à l'écart, le menton dans sa main et le cou de genoux, plus morne que le désespoir, plus pâle que la statue d'albâtre qui flotte sur un tombeau? Du coin de sa paupière, une grosse larme roule sur le duvet de sa vue. Une seule, mais qui ne tarit jamais, comme cette goutte qui sointe des voûtes du rocher et qui à la longue use le granit. Cette seule larme, en tombant sans relâche de ses yeux sur son cœur, l'a percé et a traversé à jour. Edwige, blonde Edwige, ne croyez-vous plus à Jésus-Christ, le doux sauveur? Doutez-vous de l'indulgence de la très sainte Vierge Marie? Pourquoi portez-vous sans cesse à votre flanc vos petites mains diaphanes, amaigries et fluettes comme celles des elfes et des Willis? Vous allez être mère, c'était votre plus cher vœu. Votre noble époux, le comte Lodbrok, a promis un autel d'argent massif et une ciboire d'or fin à l'église de Sainte-Bère si vous lui donniez un fils. Hélas, hélas, la pauvre Edwige a le cœur percé des 7 glaives de la douleur. Un terrible secret pèse sur son âme. Il y a quelques mois, un étranger est venu au château. Il faisait un terrible temps cette nuit-là. Les tours tremblaient dans leurs charpentes, les girouettes piaulaient, le feu rampait dans la cheminée et le vent frappait à la vitre comme un important qui veut entrer. L'étranger était beau comme un ange, mais comme un ange tombé. Il souriait doucement et regardait doucement. Et pourtant, ce regard et ce sourire vous glaçaient de terreur et vous inspiraient l'effroi qu'on éprouve en se penchant sur un abîme. Une grâce scélérate, une langueur perfide comme celle du tigre qui guette sa proie, accompagnait tous ses mouvements. Il charmait à la façon du serpent qui fascine l'oiseau. Cet étranger était un maître chanteur. Son teint bruni montrait qu'il avait vu d'autres cieux. Il disait venir du fond de la Bohême et demander l'hospitalité pour cette nuit-là seulement. Il resta cette nuit, et encore d'autres jours, et encore d'autres nuits, car la tempête ne pouvait s'apaiser. Et le vieux château s'agitait sur ses fondements, comme si la rafale eût voulu le déraciner et faire tomber sa couronne de créneaux dans les eaux écumeuses du torrent. Pour charmer le temps, il chantait d'étranges poésies qui troublaient le cœur et donnaient des idées furieuses. Tout le temps qu'il chantait, un corbeau noir vernissé, luisant comme le jaïs, se tenait sur son épaule. Il battait la mesure avec son bec d'ébène et semblait applaudir en secouant des ailes. Edwige pâlissait comme l'hélice au clair de lune. Edwige rougissait comme les roses de l'aurore, et se laissait aller en arrière dans son grand fauteuil languissant, à demi-morte, enivrée comme si elle avait respiré le parfum fatal de ces fleurs qui font mourir. Enfin, le maître chanteur put partir. Un petit sourire bleu venait de dérider la face du ciel. Depuis ce jour, Edwige, la blonde Edwige, ne fait que pleurer dans l'angle de la fenêtre. Edwige est mère.
Elle a un bel enfant, tout blanc et tout vermeil. Le vieux comte Lodbrog a commandé au fondeur l'hôtel d'argent massif. Et il a donné 1000 pièces d'or à l'orfèvre dans une bourse de peau de reine pour fabriquer le ciboire. Il sera large et lourd et tiendra une grande mesure de vin. Le prêtre qui le videra pourra dire qu'il est bon buveur. L'enfant est tout blanc et tout vermeil, mais il a le regard noir de l'étranger. Sa mère l'a bien vu. Ah, pauvre Edwige, pourquoi avez-vous tant regardé l'étranger avec sa harpe et son corbeau? Le chapelain ondoie à l'enfant. On lui donne le nom d'Olouf, un bien beau nom. Le mire monte sur la plus haute tour pour lui tirer l'horoscope. Le temps était clair et froid comme une mâchoire de loup cervier aux dents aiguës et blanches. Une découpure de montagne couverte de neige bordait le bord de la robe du ciel. Les étoiles larges et pâles brillaient dans la crudité bleue de la nuit comme des soleils d'argent. Le mire prend la hauteur, remarque l'année, le jour et la minute. Il fait de longs calculs en encre rouge sur le parchemin tout constellé de signes cabalistiques. Il entre dans son cabinet et remonte sur la plateforme. Il ne s'est pourtant pas trompé dans ses suppositions. Son thème de nativité est juste comme un trébuchet à peser les pierres fines. Cependant, il recommence. Il n'a pas fait d'erreur. Le petit comte Olouf a une étoile double, une verte et une rouge. Verte comme l'espérance, rouge comme l'enfer, l'une favorable, l'autre désastreuse. Cela s'est-il jamais vu qu'un enfant ait une étoile double? Avec un air grave et compassé, le mire rentre dans la chambre de la couchée et dit en passant sa main osseuse dans les flots de sa grande barbe de mage. Comtesse Edwige et vous, comte d'Ordbro. Deux influences ont présidé à la naissance d'Olouf, votre précieux fils, l'une bonne, l'autre mauvaise. C'est pourquoi il a une étoile verte et une étoile rouge. Il est soumis à un double ascendant. Il sera très heureux ou très malheureux. Je ne sais lequel, peut-être les deux à la fois. Le comte Lodbrog répondit au mire. L'étoile verte l'emportera. Mais Edwige craignait dans son cœur de mère que ce ne fût la rouge. Elle remit son menton dans sa main, son coude sur son genou, et recommença à pleurer dans le coin de la fenêtre. Après avoir allaité son enfant, son unique occupation était de regarder à travers la vitre la neige descendre en flocons drus et pressés. Comme si l'on eût plumé là-haut les ailes blanches de tous les anges et de tous les chérubins. De temps en temps, un corbeau passait devant la vitre, croissant et secouant cette poussière argentée. Cela faisait penser Edwige au corbeau singulier qui se tenait toujours sur l'épaule de l'étranger, au doux regard de tigre, au charmant sourire de vipère. Et ses larmes tombaient plus vite de ses yeux sur son cœur percé à jour. Le jeune Olouf est un enfant bien étrange. On dirait qu'il y a dans sa petite peau blanche et vermeille deux enfants d'un caractère différent. Un jour il est bon comme un ange. Un autre il est méchant comme un diable. Il mord le sein de sa mère et déchire à coups d'ongles le visage de sa gouvernante. Le vieux comte Lodbrog, souriant dans sa moustache grise, dit qu'Olouf fera un bon soldat et qu'il a l'humeur belliqueuse. Le fait est qu'Olouf est un petit drôle insupportable.
Tantôt il pleure, tantôt il rit. Il est capricieux comme la lune, fantasque comme une femme. Il va, vient, s'arrête tout à coup sans motif apparent, abandonne ce qu'il avait entrepris et fait succéder à la turbulence la plus inquiète, l'immobilité la plus absurde. Quoiqu'il soit seul, il paraît converser avec un interlocuteur invisible. Quand on lui demande la cause de toutes ces agitations, il dit que l'étoile rouge le tourmente. Olouf a bientôt 15 ans. Son caractère devient de plus en plus inexplicable. Sa physionomie, quoique parfaitement belle, est d'une expression embarrassante. Il est blond comme sa mère, avec tous les traits de la race du Nord. Mais sous son front blanc comme la neige, que n'a rayé encore ni le patin du chasseur, ni maculé le pied de l'ours, qui est bien le front de la race antique et des Lodbrok, scintille entre deux paupières orangées, un œil aux longs cils noirs, un œil de jaïs, illuminé des fauves ardeurs de la passion italienne, un regard velouté, cruel et doucereux, comme celui du maître chanteur de Bohême. Comme les mois s'envolent et plus vite encore les années. Edwige repose maintenant sous les arches ténébreuses du caveau des Lodbrok, à côté du vieux comte, souriant dans son cercueil de ne pas voir son nom périr. Elle était déjà si pâle que la mort ne l'a pas beaucoup changée. Sur son tombeau, il y a une belle statue couchée, les mains jointes et les pieds sur une levrette de marbre. Fidèle compagnie des trépassés. Ce qu'a dit Edwige à sa dernière heure, nul ne le sait. Mais le prêtre qui l'a confessé, est devenu plus pâle encore que la mourante. Olouf, le fils brun et blond d'Edwige la désolée, a 20 ans aujourd'hui. Il est très adroit à tous les exercices, nul ne tire mieux à l'arc que lui, il refend la flèche qui vient de se planter en tremblant dans le cœur du but, sans mort ni éperon, il dompte les chevaux les plus sauvages. Il n'a jamais impunément regardé une femme ou une jeune fille, mais aucune de celles qui l'ont aimé n'a été heureuse. L'inégalité fatale de son caractère s'oppose à toute réalisation de bonheur entre une femme et lui. Une seule de ses moitiés ressent de la passion, l'autre éprouve de la haine. Tantôt l'étoile verte l'emporte, tantôt l'étoile rouge. Un jour il vous dit « Ô blanche vierge du Nord, étincelante, pure comme les glaces d'une pôle. Prunelle de clair de lune, joue nuancée des fraîcheurs de l'aurore boréale. » Et l'autre jour il s'écrie « Ô fille d'Italie dorée par le soleil, et blonde comme l'orange, cœur de flamme et des poitrines de bronze. » Ce qu'il y a de plus triste, c'est qu'il est sincère dans les deux exclamations. Hélas, pauvre désolé, tristes ombres plaintives, vous ne l'accusez même pas car vous savez qu'il est plus malheureux que vous. Son cœur est un terrain sans cesse foulé par les pieds de deux lutteurs inconnus, dont chacun, comme dans le combat de Jacob et de l'ange, cherche à dessécher le jarret de son adversaire. Si l'on allait au cimetière, sous les larges feuilles veloutées du Weisbalkon, aux profondes découpes sous l'asphodèle, aux rameaux d'un verre malsain, dans la folle avoine et les orties, on trouverait plus d'une pierre abandonnée, où la rosée du matin répand seule ses larmes. Mina, Dora, Tekla. La terre est-elle bien lourde à vos seins délicats et à vos corps charmants? Un jour, Olouf appelle Dietrich, son fidèle écuyer. Il lui dit de sceller son cheval. « Maître, regardez comme la neige tombe, comme le vent siffle et fait ployer jusqu'à la cime des sapins. Maître, regardez comme la neige tombe, comme le vent siffle et fait ployer jusqu'à terre et la cime des sapins. N'entendez-vous pas
Dans le lointain hurlaient les loups maigres et bramaient ainsi que des âmes en peine, les reines à l'agonie. Dietrich, mon fidèle écuyer, je secouerai la neige comme l'on fait d'un duvet qui s'attache au manteau. Je passerai sous les arceaux des sapins en inclinant un peu les grettes de mon casque. Quant aux loups, leurs griffes s'émousseront sur cette bonne armure, et du bout de mon épée fouillant la glace, je découvrirai aux pauvres reines qui geint et pleurent à chaudes larmes la mousse fraîche et fleurie qu'il ne peut atteindre. Le comte Olouf de Lodbrog, car tel est son titre depuis que le vieux comte est mort, part sur son bon cheval accompagné de ses 2 chiens géants, Murg et Fenris. Car le jeune seigneur aux paupières couleur d'orange a un rendez-vous, peut-être déjà du haut de la petite tourelle aiguë en forme de poivrière se penche sur le balcon sculpté, malgré le froid et la bise. La jeune fille inquiète cherchant à démêler dans la blancheur de la plaine le panache du chevalier. Olouf, sur son grand cheval à forme d'éléphant dont il laboure les flancs à coups d'éperon, s'avance dans la campagne. Il traverse le lac dont le froid n'a fait qu'un seul bloc de glace, où les poissons sont enchâssés, les nageoires étendues comme des pétrifications dans la pâte du marbre. Les 4 fers du cheval armé de crochets mordent solidement la dure surface. Un brouillard, produit par la sueur et sa respiration, l'enveloppe et le suit. On dirait qu'il galope dans un nuage. Les 2 chiens, Murg et Fenris, s'essoufflent de chaque côté de leur maître, par leurs naseaux sanglants de longe et de fumée comme des animaux fabuleux. Voici le bois de sapin. Pareils à des spectres, ils étendent leurs bras appesantis chargés de nappes blanches. Le poids de la neige courbe les plus jeunes et les plus flexibles. On dirait une suite d'arceaux d'argent. La noire terreur habite dans cette forêt, où les rochers affectent les formes monstrueuses, où chaque arbre avec ses racines semble couver à ses pieds un nid de dragon engourdi. Le Olouf ne connaît pas la terreur. Le chemin se resserre de plus en plus. Les sapins croisent inextricablement leurs branches lamentables. À peine de rares éclaircies permettent-elles de voir la chaîne de collines neigeuses qui se détache en blanches ondulations sur le ciel noir et terne. Heureusement, Mops est un vigoureux coursier qui porterait sans plier au daim le gigantesque. Nul obstacle ne l'arrête, il saute par-dessus les rochers, il enjambe les fondrières et de temps en temps il arrache au caillou que son sabot heurte sous la neige une aigrette d'étincelles aussitôt étreinte. Allons, Mops, courage! Tu n'as plus qu'à traverser que la petite plaine et le bois de bouleau. Une jolie main caressera ton col satiné, et dans une écurie bien chaude, tu mangeras de l'orge mondée et de l'avoine à pleine mesure. Quel charmant spectacle que le bois de bouleau! Toutes les branches sont ouatées d'une peluche de givre. Les plus petites brindilles se dessinent en blanc sur l'obscurité de l'atmosphère. On dirait une immense corbeille de filigrane. Un madrépore d'argent, une grotte avec toutes ses stalactites. Les ramifications et les fleurs bizarres dont la gelée entame les vitres n'offrent pas les dessins plus compliqués et plus variés. Seigneur Olouf, que vous avez tardé! J'avais peur que l'ours de la montagne vous eût barré le chemin et que les elfes vous eussent invité à danser, dit la jeune châtelaine en faisant asseoir Olouf sur le fauteuil de chêne dans l'intérieur de la cheminée. Mais pourquoi êtes-vous venu au rendez-vous d'amour avec un compagnon? Aviez-vous donc peur de passer tout seul par la forêt? Mais de quel compagnon voulez-vous parler, fleur de mon âme? Dit Olouf,
très surpris à la jeune châtelaine. Du chevalier à l'étoile rouge, que vous mettez toujours avec vous. Celui qui est né d'un regard du chanteur de bohémien. L'esprit funeste qui vous possède. Défaites-vous du chevalier à l'étoile rouge, où je n'écouterai jamais vos propos d'amour. Je ne puis être la femme de 2 hommes à la fois. Olouf eut beau faire et beau dire, il ne put seulement parvenir à baiser le petit doigt rose de la main de Brenda. Il s'en alla fort mécontent et résolut à abattre le chevalier à l'étoile rouge s'il pouvait le rencontrer. Malgré l'accueil sévère de Brenda, Olouf reprit le lendemain la route du château à tourelle en forme de poivrière. Les amoureux ne rebutent pas aisément. Tout en cheminant, il se disait « Brenda est sans doute folle. Que veut-elle dire avec son chevalier à l'étoile rouge ?» La tempête était des plus violentes. La neige tourbillonnait et permettait à peine de distinguer la terre du ciel. Une spirale de corbeaux, malgré les abois de Fenris et Murg, qui sautaient en l'air pour les saisir, tournoyaient sinistrement au-dessus du panache d'Olouf. À leur tête était le corbeau luisant comme le jaïs qui battait la mesure sur l'épaule du chanteur bohémien. Fenris et Murg s'arrêtèrent subitement. Leurs naseaux mobiles humulèrent avec inquiétude. Ils subborent la présence d'un ennemi. Ce n'est point un loup ni un renard. Un loup ou un renard ne serait qu'une bouchée pour ces braves chiens. Un bruit de pas se fit entendre, et bientôt parut au détour du chemin un chevalier monté sur un cheval de grande taille et suivi de 2 chiens énormes. Vous l'auriez pris pour Olouf. Il était armé exactement de même, avec un surcot estoré du même blason. Seulement il portait sur son casque une plume rouge au lieu d'une verte. La route était si étroite qu'il fallait que l'un des 2 chevaliers reculât. « Seigneur Olouf, reculez-vous pour que je passe !» dit le chevalier à la visière baissée. « Le voyage que je fais est un long voyage. On m'attend. Il faut que j'arrive. » Par la moustache de mon père, c'est vous qui reculerez. Je vais à un rendez-vous d'amour et les amoureux sont pressés, dit Olouf en portant la main sur la garde de son épée. L'inconnu tira la sienne et le combat commença. Les épées, en tombant sur les mailles d'acier, en faisaient jaillir des gerbes d'étincelles pétillantes. Bientôt, quoique d'une trempe supérieure, elles furent ébréchées comme des scies. On eût pris les combattants à travers la fumée pour des chevaux et la brume de leur respiration haletante pour 2 noirs forgerons acharnés sur un fer rouge. Les chevaux, animés de la même rage que leur maître, mordaient à belles dents leurs coups veineux et s'enlevaient les lambeaux de poitrail. Ils s'agitaient avec des soubresauts furieux, se dressaient sur leurs pieds de derrière et se servant de leurs sabots comme de poings fermés, ils se portaient des coups terribles, pendant que leurs cavaliers se martelaient affreusement par-dessus leur tête. Les chiens n'étaient qu'une morsure et qu'un hurlement. Les gouttes de sang suintant à travers les écailles imbriquées des armures en tombent toutes tièdes sur la neige, y faisant de petits trous roses. Au bout de peu d'instants, on aurait dit un crible tant les gouttes tombaient fréquentes et pressées. Les 2 chevaliers étaient blessés. Chose étrange. Olouf sentait les coups qu'il portait au chevalier inconnu. Il souffrait des blessures qu'il faisait et de celles qu'il recevait. Il avait éprouvé un grand froid dans la poitrine, comme d'un fer qui entrerait et chercherait le cœur. Et pourtant, sa cuirasse n'était pas faussée à l'endroit du cœur. Sa seule blessure était un coup dans les chairs au bras droit.
singulier duel, où le vainqueur souffrait autant que le vaincu, où donner et recevoir était une chose indifférente. Ramassant ses forces, Olof fit voler d'un revers le terrible homme de son adversaire. Ô terreur que vit le fils d'Edwige et de Lodbrog. Il se vit lui-même. Un miroir eût été moins exact. Il s'était battu avec son propre spectre, avec le chevalier à l'étoile rouge. Le spectre jeta un grand cri et disparut. La spirale de corbeau remonta dans le ciel et le brave Olof continua son chemin. En revenant le soir à son château, il portait en croupe la jeune châtelaine, qui cette fois avait bien voulu l'écouter. Le chevalier à l'étoile rouge n'étant plus là, elle s'était décidée à laisser tomber de ses lèvres de rose sur le cœur d'Olof, cet aveu qui coûte tant à la pudeur. La nuit était claire et bleue. Olof leva la tête pour chercher sa double étoile et la faire voir à sa fiancée. Il n'y avait plus que la verte. La rouge avait disparu. En entrant, Brenda, toute heureuse de ce prodige qu'elle attribuait à l'amour, fit remarquer au jeune Olof que le jaillis de ses yeux s'était changé en azur, signe de réconciliation céleste. Le vieux Lodbrog, en sourit d'aise dans sa moustache blanche au fond de son tombeau. Car à vrai dire, quoiqu'il n'en eût rien témoigné, les yeux d'Olof l'avaient quelquefois fait réfléchir. L'ombre d'Edwige est toute joyeuse car l'enfant du noble seigneur Lodbrog a enfin vaincu l'influence maligne de l'œil orange, du corbeau noir et de l'étoile rouge. L'homme a terrassé l'incube. Cette histoire montre, comme un seul moment d'oubli, un regard même innocent peuvent avoir d'influence. Jeune femme, ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de bohème qui récitent des poésies enivrantes et diaboliques. Vous, jeune fille, ne vous fiez qu'à l'étoile verte. Et vous qui avez le malheur d'être double, combattez bravement. Quand même vous devriez frapper sur vous et vous blesser de votre propre épée l'adversaire intérieur, le chevalier méchant. Si vous demandez qui nous a apporté cette légende de Norvège, c'est un signe. Un bel oiseau au bec jaune qui a traversé le fjord, moitié nageant, moitié volant. Cette histoire que j'ai trouvée un peu par hasard dans un de mes livres, parce que je voulais vous conter l'histoire de la morte amoureuse, tombe plutôt à point nommé, car avec beaucoup l'ésotérisme, je trouve qu'elle a une très belle conclusion. Sur ce, je vais vous laisser y méditer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker si vous avez apprécié ce petit moment zen que je vous ai offert. Et n'hésitez pas à me partager aussi vos dessins. Bonne journée à vous!